les experts qui suivent maintenant, c'est Audrey et Julien. Réussir sa stratégie de contenu grâce à la data SEO, ça m'intéresse. Le contenu, c'est super dur à déjà décider ce qu'on va faire, par la suite exécuter et troisièmement, distribuer. Donc, si on a le bon contenu, les trois, ça va de soi. Julien, ravi de te rencontrer. Audrey, on se connaît déjà. Julien, j'adore la barbe, je suis super jaloux. Moi, je suis un grand fan de musique et de rock de manière générale. C'était mon petit hommage à moi, à Lemmy, regretté bassiste et chanteur de Motorhead. Oh, Donc voilà. grave. Oh non, l'ami, nous deux, il faut qu'on ait une conversation là-dessus parce que l'ami, c'est le top du top. Et bienvenue Avec Audrey, moi je plaisir. suis jaloux de tes cheveux. Je suis, je suis jaloux des cheveux d'Audrey et de Vas-y, la je t'en barbe de donnerai Julien, quelques-uns. mais on n'est pas là. On n'est pas là pour parler de ma jalousie et ma pauvre vie dans le sud de la France. On est là pour parler de contenu. Donc, du coup, sans perdre du temps parce que il faut qu'on avance, je vous laisse la main. C'est qui va partager son écran? C'est moi-même. Ah, Et très bien. normalement, ça devrait être bon là, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui. Moi, je suis sûr que l'ami aurait pas fait aussi bien que ça. Je te laisse la main. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, j'essaie juste de me remettre au début. Déjà, merci Jason pour l'introduction et puis bienvenue à toutes et à tous. On va passer une petite demi-heure ensemble et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va vous parler de stratégie de contenu et bien évidemment donc de data SEO. Je vais laisser le soin à ma coéquipière de se présenter pour commencer. Merci Julien. Bon alors très rapidement, moi je suis donc manager SEO chez Clustar depuis le début de cette année et on va parler contenu ensemble avec Julien, n'est-ce pas? Exactement. Et moi, je ne suis pas votre commandant de bord pour ces 30 minutes. Je suis le pilote adjoint également avec Audrey. Je suis également aussi chez Clustar en tant que consultant SEO et je suis très attaché à toutes les questions de contenu puisqu'à la base, je viens vraiment de l'univers de la création de contenu. Donc, sans transition, un petit sommaire pour vous présenter comment la présentation va se dérouler. Je fais une petite introduction qui est en fait sur par quoi on commence quand on veut créer une stratégie de contenu. Ensuite, on va partir un peu plus sur l'étude sémantique, la méthodologie sémantique, un petit cas concret. On va après partir sur un format nous qu'on aime bien chez Clustar, à savoir le dossier édito et quelques petits exemples qui vont avec. Donc sur le partage de la méthodologie, on va partir sur l'idée qui est de savoir où est-ce qu'on va chercher de la data et comment on va la croiser et surtout en le mixant avec l'analyse des SERP. Donc pour rappel, les SERP c'est les pages de résultats de Google tout simplement. Et ensuite on a aussi également une petite partie sur le reverse engineering sur lequel on reviendra un peu plus en détail par la suite. Et donc voilà, sur le cheminement, c'est ce que vous voyez à l'écran. On va partir de la recherche de mots-clés pour arriver sur les contenus à créer. Donc la stratégie de contenu, par quoi commencer ça a peut-être été dit ou ça se redira peut-être après, mais on arrive toujours un peu sur les mêmes piliers de base quand on veut commencer une stratégie de contenu. C'est d'abord, il y a quelques prérequis, c'est de savoir à quoi va servir votre site internet. Est-ce que c'est un site qui est fait pour vendre quelque chose? Est-ce que c'est un site vitrine? Puisque en fonction de l'objectif poursuivi par votre site, vous n'allez pas forcément et naturellement créer le même contenu. L'idée ensuite, c'est de savoir à qui on s'adresse, et je crois que c'était dit un peu sur la présentation précédente, notamment sur le fait d'utiliser les mots de son audience. Là, c'est aussi de savoir à qui on s'adresse, d'avoir des profils types un peu d'utilisateurs, de clients. On entend très souvent parler de persona, c'est typiquement ça. Et enfin, quel est votre objectif poursuivi par votre stratégie de contenu, à savoir, est-ce que vous voulez gagner, je sais pas, peut-être plus de trafic qualifié ou s'augmenter du taux de conversion, etc., etc. Puisque là, on revient sur la même chose en fonction des objectifs poursuivis. On ne va pas créer évidemment le même type de contenu. Ces bases étant posées et l'introduction étant faite, je vais passer la parole à Audrey qui va vous expliquer du coup maintenant nous notre méthodologie, enfin comment on voit la construction de cette stratégie de contenu par la data et notamment à partir d'une étude sémantique. Audrey, c'est à toi. Merci Julien. Alors du coup, c'est quoi en fait une étude sémantique? En fait, c'est une méthode en fait qui va nous permettre de vérifier notre visibilité, comme disait tout à l'heure Julien, dans les SERP
par rapport à un univers donné, et notamment les concurrents. Et ça va nous permettre de bâtir la stratégie de contenu qu'on veut planifier. Du coup, on commence par quoi? On commence par les mots-clés. Donc, on regarde les volumes de recherche des différents mots-clés. On regarde ensuite, dans une deuxième partie, tout ce qui est intention de recherche. On analyse vraiment un peu plus en détail pour comprendre comment en fait est constituée la requête de l'internaute afin de sélectionner les bons mots-clés. On se met en raccord avec tout ça, avec tout ce que fait déjà la concurrence, contre qui on se bat. Est-ce que ça va être plus ou moins compliqué d'aller se positionner sur tel ou tel mot-clé? Qui est le plus visible? Peut-être en déterminer le pourquoi. Et ensuite, on rassemble tout ça sous forme de catégories, des clusters donc de mots-clés qui nous permettent de voir quelles sont les thématiques qui composent notre univers. Du coup, la méthodologie par rapport à la data de toute cette étude-là, elle se constitue de la façon suivante. Donc en fait, la première étape, c'est d'avoir un pool de mots-clés. Donc on veut lister les mots-clés dont on a besoin et grâce à la data. Alors, la première étape, la toute première étape, comme l'a précisé Julien en préambule, c'est l'état des lieux. Donc quelle est notre visibilité? À quoi correspondent les contenus qui existent déjà? Si on est absent, à quel endroit il faut qu'on concentre particulièrement nos efforts? Dans une seconde partie et en même temps, il faut aussi pouvoir faire appel à tous les outils si vous en avez, ou autant que faire se peut, toute la data finalement que vous avez à dispo. Donc là, les outils, par exemple, vous pourrez prendre les Web Analytics avec Google Analytics et en extraire de l'information, pareil sur Google Search Console. On va faire un extract de mots-clés si on a SEMrush à disposition, de façon à pouvoir avoir un plus large panel, encore toujours pareil, de mots-clés. Pourquoi faire tout ça? Pour bien identifier la concurrence, pour voir, dont certains outils le permettent d'ailleurs, quelles sont les fonctionnalités de la SERP, qu'est-ce qui est mis en avant, est-ce qu'il y a de la saisonnalité, repérer les top pages pour s'en inspirer, comprendre les visiteurs, regarder les positions bien sûr, et surtout les requêtes qui ont le plus fort trafic. Donc voilà tout ce qu'on peut drainer finalement comme data au service du contenu, mais une fois qu'on a tout ça, il ne faut pas oublier de se tourner vers notre marque finalement, ou en tout cas l'objectif de notre site web, pour voir quelle est la proposition de valeur et être raccord avec les mots-clés choisis et ce qu'on va proposer. Ça va nous permettre de faire du contenu de qualité, de répondre aux besoins des clients, ce que Google apprécie particulièrement. Et n'oublions pas que dans une autre mesure, côté marque, on peut aussi rassembler de la data intéressante, par exemple le catalogue des produits et de services pour constituer notre base de mots-clés. En étape 2, s'il te plaît, Julien. Du coup, on a la catégorisation. Donc là, on commence par faire quoi? On va réduire en fait le corpus de mots-clés parce qu'on en a pas mal et on va prioriser par volume de recherche. On va regrouper tout ça par thématique et on va avoir différents clusters et on va essayer de qualifier aussi est-ce que c'est plutôt des requêtes transactionnelles, informationnelles, etc. ou navigationnelles. Et ensuite, on va mettre en face les URL et notamment celles des concurrents pour savoir lesquelles il faut dépasser. En étape 3, et même 4, on a l'analyse et les chantiers du coup. Donc première étape, comme on disait tout à l'heure, on regarde la concurrence, alors qui est-ce qui est positionné, à quelle position qui est premier, etc. Donc ça va nous permettre de cibler, de regarder un peu plus précisément sur notre univers à quel endroit on est visible ou pas. Et du coup, on va pouvoir identifier quel est notre potentiel de progression. Ensuite, du coup, une fois qu'on a tous ces éléments-là en place, on peut isoler quels sont les univers, enfin les catégories sur les clusters sur lesquels on veut vraiment travailler, parce qu'on ne peut pas se disperser, donc on va se concentrer sur ce qui va vraiment apporter un plus pour nous, et on va donc pouvoir prioriser les chantiers sur lesquels on veut travailler, pour la création de contenu notamment, pour optimiser dans un deuxième temps, en parallèle en général, et aussi pour peut-être voir son maillage interne. Et là, j'en profite, je rebondis très rapidement, enfin plutôt pour appuyer ce que vient de dire Audrey à ce moment-là. C'est typiquement quand vous allez avoir toute cette étape de merger un peu votre data et de réunir, on va dire, un dataset unique
qui présente d'un côté vos mots-clés, les volumes, vos positions, si vous êtes présent ou non, et vos concurrents en face. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui est attendu un peu sur la SERP, notamment si vous n'êtes pas premier, et de toujours aller faire un petit tour sur la SERP pour voir comment se décompose la page et d'essayer d'identifier voilà les intentions de recherche qui sont attendues par Google sur telle ou telle requête. Et c'est ce qui déjà va permettre de vous donner un premier indicateur, un premier guide, tout simplement sur le type de contenu à créer. Typiquement, si vous voulez mettre une vidéo, positionner une vidéo et que la SERP ne retourne aucun résultat vidéo, vous pouvez déjà vous dire que ça va être compliqué de positionner une vidéo sur telle requête. Si vous voulez mettre un article de blog alors qu'à côté, ça ne va être que des fiches produits parce que pour Google, l'intention derrière telle requête est d'affilier à des produits. C'est pareil, ça va être très très compliqué d'atteindre un top 3 et même une page 1 à ce niveau-là. Voilà, c'était simplement pour la petite précision. Audrey, je te redonne la parole, pardon. Merci. Du coup, on va regarder, une fois qu'on a fait la dernière partie, en fait, ça consistait à identifier tous les clusters et thématiques. Donc, voici un exemple avec de l'assurance. Donc là, sur cette slide, en fait, vous avez une visualisation de différents clusters après catégorisation. Donc, en fait, ici, il s'agit de 2400 mots-clés, donc des requêtes Google, qui ont été analysées et regroupées en clusters, et ça représente quand même 2,4 millions en volume de recherche. Bon, ce genre de visualisation, de projection, du coup, c'est réalisé avec Gephi. Mais ce qui est très intéressant, du coup, c'est de voir dans un deuxième temps quels sont les clusters, justement, qu'on arrive à identifier. Si on prend celui en bas à droite, en jaune, vous avez l'assurance auto. Donc, bien sûr, avec des requêtes qui représentent un gros volume de recherche. On peut prendre le deuxième, mutuelle et complémentaire et santé. Donc, on voit bien comment ils se distinguent, comment les requêtes se rapprochent les unes des autres. On a aussi l'assurance habitation, etc., etc. Donc là, vous avez une visualisation des principaux clusters, et ce par intention de recherche, qui vous permet de vraiment pouvoir identifier les univers sur lesquels vous voulez vous concentrer. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'intérêt de ne pas chercher à s'éparpiller. Ça permet de prioriser sur les chantiers à mettre en œuvre, parce que ça peut prendre beaucoup de temps en fonction de ce qu'il y a à faire. Alors, pour la suite, je vous propose de faire le point avec ce qu'on a vu précédemment, avec tout ce qui est critères de positionnement. Donc, en fait, pour savoir, outre les concurrents qui se positionnent déjà sur les mots-clés qui nous intéressent, etc., c'est aussi intéressant de savoir quels sont les critères, les facteurs de positionnement qui peuvent jouer dans notre univers en particulier. Donc, pour cela, nous, on met du coup toute cette partie-là de la data, analyse de ce qui font les critères de positionnement, au service de notre stratégie de contenu. Du coup, on va regarder le fonctionnement des moteurs de recherche et des données, par exemple l'analyse de log pour notre secteur, du coup. Ça sera très spécifique à nous. Ensuite, les moteurs sont quand même parfois assez spécifiques selon les types de requêtes qu'on tape et donc les secteurs. Donc encore une fois, aller voir à quoi ça correspond, c'est intéressant. Et enfin, du coup, ces critères de positionnement vont pouvoir nous dire est-ce que c'est plutôt des critères relatifs à la sémantique qui permettent de se positionner pour cette SERP? Est-ce que c'est plutôt du linking? Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est de la web perf? Voilà, dans une moindre mesure. Et si on schématise tout ça, comment ça fonctionne? Donc en fait, on fait l'extraction de données, c'est ce qu'il y a sur le schéma tout à fait en haut. Donc l'extraction de données, c'est extraire les URL, les mots-clés, le netlinking, les données de web performance, donc les temps de chargement, etc. Tout ça, ça fait un énorme dataset, donc un jeu de données qu'il faut trier parce qu'il y a beaucoup de data. Du coup, dans une deuxième étape, on fait le traitement et nous, on le réalise avec Dataiku notamment, où on a tout un process déjà mis en œuvre qui permet de traiter rapidement ces données. À l'issue de ça, on a un dataset, du coup un jeu de données qui est nettoyé, et on y applique dessus du machine learning, c'est-à-dire plus précisément, plus concrètement, des algorithmes de type random forest. Donc c'est le nom de l'algorithme qui en gros consiste à dire que vous avez un arbre décisionnel qui vous permet du coup de faire de prendre des décisions et d'avoir quelque chose de performant pour faire des prédictions. Quel est le critère de positionnement qui va nous intéresser finalement? Et une fois qu'on a tout ça, on peut en tirer des actions SEO au niveau de ces critères-là pour la SERP, pour les SERP qu'on est en train d'étudier. Du coup,
là, vous avez une projection, enfin plutôt un résultat pour un univers donné de ce qui a été important comme critère de positionnement au cours de l'étude sémantique. Donc en fait, en faisant du predict ranking, donc ce reverse engineering, on se rend compte ici, sur ce schéma-là, que, alors en vert, vous avez tout ce qui est sémantique, en bleu, vous avez tout ce qui est netlinking, et en rouge, la web perf. Donc on se rend compte quand même qu'il y a pas mal d'éléments sémantiques en vert qui sont importants pour le positionnement. Je crois que tu avais des compléments d'infos à donner sur ce graphique d'ailleurs, Julien, sur le nombre Oui, de en fait, mots-clés. c'est typiquement là. Après, il y a différents KPI qu'on peut regarder. Donc, vous allez avoir typiquement le taux de sémantisation, le nombre de mots qu'on peut retrouver, ce qu'on appelle la certitude thématique, etc., etc. Là, après, l'idée c'est de voir tous ces résultats les uns par rapport aux autres. Et si on regarde en fait le haut du classement, donc déjà tout en haut, on a le taux de sémantisation qui est très important. En deuxième, on va avoir le citation flow, mais qui arrive à égalité avec le nombre de mots. Et ensuite, pareil, on va avoir une égalité entre le time to first byte, donc qui est un KPI de WebPerf, et la certitude thématique. Et en fait, quand on regarde ça, on se rend bien compte que dans le haut du podium, 3 critères essentiels, là, si on voudrait atteindre le top 3 de notre thématique, sont des critères de contenu. Donc, on voit bien ici que ça va être la chose qui est déterminante, et notamment le taux de sémantisation qui va avoir un poil légèrement supérieur aux autres indicateurs. Et quand on regarde tout ça, on se dit bon là du coup on est bien sûr qu'il faut faire du contenu, et qui plus est a priori du contenu qui est long et super thématique. Et ça me fait normalement, si je me rappelle bien mes slides, une transition parfaite vers optimiser la structure de son contenu, et notamment quelque chose qu'on aime bien chez nous, à savoir ce qu'on appelle les dossiers édito. Vous allez voir que dans la présentation, le dossier édito, certains pourraient la rapprocher de ce qu'on pourrait appeler un cocon sémantique. J'utiliserai pas l'expression de cocon sémantique parce que ça peut faire débat par moment et j'ai pas envie de lancer ça. Donc je vais rester sur le dossier édito et sur cette vision que nous on a de notre côté. Le dossier édito, en fait, c'est un contenu qui est d'abord agencé intelligemment en évitant d'avoir recours à la pagination, pour éviter d'augmenter votre niveau de profondeur et avoir un contenu qui est facilement explorable par les robots des moteurs de recherche. C'est un contenu qui est organisé de façon claire pour faciliter déjà la recherche de l'internaute et ensuite des moteurs de recherche. Finalement, ça fait écho à ce que disaient Sébastien et Sonia, je crois, je suis plus très sûr à la conférence juste précédente sur la manière, voilà, il y a une vraie manière de penser le contenu après dans sa présentation, et ensuite un maillage interne performant pour mettre de toute façon en valeur le contenu, et aussi également optimiser tout ce qui va être PageRank interne et ce genre de choses. Donc, comment on va l'agencer? On va l'agencer avec d'abord un portail éditorial qui va permettre de traiter une grande catégorie importante d'un secteur. Dans ce portail, on va retrouver des thèmes, et par thème, on va retrouver plusieurs articles qui sont là pour traiter justement la thématique de manière la plus précise. Et à l'intérieur, ensuite, donc, on va retrouver des articles, pareil, avec certaines petites optimisations de mise en forme, notamment, qui permettent d'optimiser un peu tout ça. En exemple, en fait, il y a un portail. Alors, il paraît très simple vu comme ça, mais en fait, c'est juste mais à côté de ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, c'est un exemple qui a été pris sur lesfurets.com. Vous avez votre portail qui est sur tous les guides sur le prêt immobilier. Voilà, on est là-dessus. Et vous voyez à l'intérieur, on a nos thèmes, les profils d'emprunteurs. Et dans ce thème-là, on a directement des liens textuels qui vont directement vers les articles. C'est simple, c'est efficace, et en vrai, ça fait le boulot. Et pareil, quand on arrive sur notre page article type, donc là on est vraiment sur du gros édito, on va dire. On se retrouve avec une sorte d'index sur la gauche qui permet de faire du maillage entre les articles du même thème. On garde notre fil d'Ariane, et on va retrouver à chaque fois du maillage également vers les pages stratégiques en textuel pour contextualiser tout ça et garder en fait à chaque fois du sens sur le lien que vous allez faire entre vos pages. Et si on combine tout ça, pour nous, on obtient une sorte de portail édito idéal avec qui est déjà peu profond sur la manière de l'atteindre, puisque pour nous, il faut partir de la homepage avec un clic sur portail, et ensuite on arrive sur le portail directement
et l'article type. Et en combinant en fait toutes ces features, on arrive normalement à quelque chose qui est assez simple à trouver, qui peut se parcourir facilement par l'internaute et qui vous booste, puisque notamment vous allez traiter d'une grande thématique et vous allez pouvoir en fait en explorer chacun des recoins. Toujours est-il qu'il faut rester légitime, évidemment, sur les thématiques qu'on vise, hein, c'est un peu la base, mais on est plutôt sur ce genre de choses. Ce qui nous amène à la conclusion, et c'est parfait parce que je crois qu'on arrive pile sur nos 20 minutes de créneau. Mais qu'en retenir, donc en fait, c'est qu'une stratégie de contenu n'est pas guidée uniquement par les mots-clés. On l'a vu, hein, il y a notamment aujourd'hui pas mal de prise en compte de l'intention de recherche et des autres critères qui peuvent vous aider à vous positionner. Qu'il faut prendre le temps de croiser diverses sources de données et analyser votre SERP pour voir quel type de contenu vous devez faire, parce que c'est ce qui est attendu par les moteurs de recherche. Et évidemment, pour que ce soit réussi, ça passe par un agencement optimal de vos contenus, tant d'un point de vue UX pour l'internaute que pour une facilité d'exploration pour les robots. Et merci beaucoup pour votre attention. C'est parfait sur le gong. Et quel timing, ça n'a pas du tout été répété. Et on va pouvoir passer à vos questions. Ça, c'était parfait, le timing parfait, super présentation. Merci Olivier de SEMrush pour le timing parfait pour mon apparition. Super approche. Ce que j'ai adoré, en fait, ce que j'ai retenu, c'est qu'on crée le contenu qui est réellement utile pour nos utilisateurs, pour lesquels on est réellement légitime, et qu'on l'agence. Et c'est ça qui m'a frappé. Agencer votre contenu. Vas-y, pardon, Julien. Non, bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est quand on se dit aujourd'hui, on est beaucoup sur de la logique de création de contenu, voilà, qui doit répondre à des intentions. Enfin, il y a plein de choses qui ont été dites à ce niveau-là, mais du coup, il faut pouvoir aussi pousser cette logique jusqu'au bout, puisque c'est bien de répondre à une intention et de vouloir être pertinent et légitime, mais dans ce cas, il faut faire en sorte que ce soit légitime et pertinent après au sein même de votre écosystème, parce que sinon, finalement, on pousse pas la réflexion jusqu'au bout et on perd un peu toutes les optimisations et la création qu'on veut mettre en place à ce moment-là. Oui, en fait, du coup, là, Audrey, moi, j'ai l'idée qu'il faut que Google comprenne qui on est et ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'il peut matcher, en fait, le besoin de son utilisateur à ce qu'on est réellement capable de faire. Est-ce que ça te paraît logique et intéressant? Est-ce que ça aide dans cette réflexion de contenu, Audrey? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on expliquait en tout début. Donc, en fait, si on prend pas le temps de prendre un peu de recul et de faire matcher les mots-clés avec son propre contenu, on va avoir un pool de mots-clés, mais voilà, ça va pas faire le job, en fait. On a même parlé un peu plus tôt de la proposition de valeur de la marque ou quel est l'objectif. Ouais. Donc tout ça, faut faire matcher ces éléments ensemble de façon à avoir des mots-clés. Mais même une fois que vous avez un pool de mots-clés, vous n'allez pas pouvoir travailler tout. Vous allez devoir faire des choix. Et pour vous focaliser, vous allez regarder d'une part quels sont vos objectifs en tant que site web, marque, etc. Et d'autre part, quelles sont vos lacunes. C'est pour ça qu'on parlait aussi de regarder quelle est notre position dans les SERP. Éventuellement, pour ceux on verra, il y aura quelques questions sur ce sujet, mais pour se focaliser justement sur le bon contenu à produire. Oui, en fait, je voulais juste dire qu'en fait, d'après ce que j'avais compris de Julien, c'est de dire ne pas essayer de traiter des sujets pour lesquels on n'est pas réellement utile, parce qu'en fait, du coup, ça crée de la confusion dans la tête de Google. Thierry Gaillard, comment mesurez-vous, ça c'est intéressant, le taux de sémantisation, même si j'arrive pas à le dire? Qui prend ça? Audrey, je sais pas si tu as la formule en tête qu'on utilise. Plus sous la main. Parce qu'à force de tout automatiser avec des scripts... Il y a une formule ultra compliquée. Non, mais en fait, c'est basé sur quoi exactement? En fait, c'est une sorte de variante, si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de variante de la répétition du mot-clé qu'on va viser. On va aller juste un peu plus loin que ça, et le taux de sémantisation, ça va être, alors j'ai plus la formule exacte, mais ça va être le mot-clé qu'on vise vis-à-vis après du nombre de mots total de votre texte, hein, et tous les mots en fait qui sont affiliés au champ sémantique de ce mot-clé. C'est on est dans quelque chose là-dedans, et après je peux pas non plus le divulguer trop en détail parce qu'il y a des choses qu'on utilise qui ont été développées aussi en interne de notre côté par nos data scientists, et je pas faire non plus de révélations trop poussées à ce point-là, mais c'est quelque chose en tout cas qui peut se calculer avec des scripts. Nous on utilise du Python.
OK. Bah, du coup, question, merci beaucoup, de Jean-Christophe, l'avocat. La clusterisation des expressions étape 2 se fait-elle en prenant en compte le contenu texte des pages des SERP ou bien d'autres critères? Audrey, pour le coup. Alors, du coup, je vais en profiter parce que j'ai la réponse pour le taux de sémantisation. Du coup, on va prendre en fait tous les mots-clés thématiques. Donc, les mots-clés thématiques, c'est tout ce qui est synonyme, tout ce qui est terme proche du mot-clé principal de la page. Et on va diviser tout ça par tous les mots-clés de la page au total, donc mais sans les stop words. Donc, en fait, quelque part, pour répondre à la question de Jean-Christophe, au sujet de qu'est-ce qu'on prend en compte pour l'étape 2, pour les mots-clés, mais en fait, tu vois qu'on peut très bien avoir notre pool de mots-clés et en parallèle, grâce au predict ranking et voir quels sont les critères importants, on peut avoir introduit pour notre univers donné l'étude de certaines pages de nos concurrents en disant c'est celle-là qu'il faut qu'on dépasse et donc celle-là elle est construite de telle façon avec tel contenu. On peut aussi inclure et analyser notre propre page qu'on a, notre propre landing page qu'on a pour le sujet, et on va déterminer le taux de sémantisation. Et après, on peut voir quels sont vraiment les critères de positionnement qui jouent pour se positionner dans la SERP. Donc du coup, c'est un mix des deux. Tu as les mots-clés, tu fais ton pool de mots-clés, tu travailles en fonction de pas simplement du feeling, mais de toutes les datas précises que tu peux avoir, et après, tu te confortes avec tout ce qui est critères de positionnement. Super. Voilà. Du coup, on a une question assez spécifique que je vais poser quand même. Le taux de sémantisation doit-on être autour de quel en pourcentage? Enfin, du coup, là, ce que j'entends, c'est que si on s'obsède sur les pourcentages et les chiffres, on oublie le client. Et on vient de faire trois exemples de gens qui disent il faut s'occuper de ses clients, de son audience. Vas-y, Julien. Oui, en fait, c'est toujours un peu ce qu'on retrouve aussi. Alors, c'est une chose en fait de s'appuyer sur enfin, ça reste des indicateurs et un indicateur, enfin, ça fait très bien ce que ça dit, ça indique. C'est pas une vérité absolue en soi. Et il y a toujours cette chose qui est rabâchée, et moi je suis d'accord avec ça. C'est alors certes, en SEO, on va écrire pour les moteurs d'une certaine manière, puisque l'intérêt c'est quand même que nos contenus soient bien compris et bien indexé et bien positionné. Mais il faut pas oublier que quand même, à la base, on s'adresse avant tout à un internaute. Et je regardais tout à l'heure, notamment dans les commentaires du chat, des gens qui parlaient de la longueur des contenus, du nombre de mots, de la répétition, etc. Parce que oui, il y a eu de l'abus, on le sait très bien. On se rappelle des techniques SEO du début des années 2000, pleines de keyword stuffing et même avec des textes blancs sur fond blanc. Là, l'idée aujourd'hui, c'est toujours quand même de se rappeler qu'on s'adresse à un internaute avant tout, donc notre contenu doit être compréhensible par cet internaute-là, et notamment quand c'est notre cible. Après, l'idée, c'est juste de faire en sorte de savoir comment fonctionne un peu la compréhension du contenu par le moteur de recherche pour accentuer en fait cette compréhension du moteur et faire en sorte que notre contenu soit mieux compris, tout simplement. En fait, c'est communiquer avec une machine, c'est savoir communiquer efficacement avec une machine, tout en gardant son côté humain. Et finalement, c'est pas hyper compliqué en plus. C'est pas compter les mots-clés, c'est de s'exprimer clairement, efficacement. C'est une réponse simple à une question simple ou à une solution peut-être même complexe à une question. Donc, c'est satisfaire l'utilisateur de Google, mais pour pouvoir être mis devant, il faut déjà convaincre Google ou de faire comprendre à Google ce qu'on propose. Donc, une dernière question que je voulais poser, c'est William, en fait, qui pose une question concernant le mot-clé. Lui, il a envie de regarder le coût par clic au lieu de le volume de recherche parce que comme ça, il convertira plus. Est-ce que ça, c'est trop unitactique ou est-ce que c'est hyper intéressant en termes de bottom of funnel, comme on dit en anglais? Audrey. Audrey, je te laisse répondre. Du coup, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut inclure un de ces critères-là. Je sais pas si on l'a vu rapidement. Donc, vous avez un traitement de la donnée qui est réalisé. Donc, quand on fait ce traitement de la donnée, on peut l'alimenter de plein d'autres sources de données, Google Analytics, Google Search Console. On peut introduire pour le mot-clé le coût par clic et du coup le prendre en compte. En fait, le volume, au départ, c'est vraiment pour écarter par rapport à une des autres questions qui avait été posée, tout ce qui sort de notre niche, tout ces mots-clés sur lesquels on va pas pouvoir se positionner parce que c'est trop concurrentiel ou parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut vendre. Donc oui, on peut inclure le coût par clic dans cette méthode en fait, mais c'est pas au niveau là où on l'entend.
On va pas remplacer le volume de recherche pour autant. On va le prendre en compte en plus, en fait. Voilà, oui, c'est super. Ça, c'est une super réponse parce que justement, un métrique ne fait pas l'affaire. Plusieurs métriques, on arrive à trouver un bon équilibre pour la bonne solution à notre problème, ce qui est de trouver les bons termes à viser. Donc, merci beaucoup. Je suis désolé, il y a encore des questions super intéressantes, mais on n'a plus le temps. Merci Audrey, merci Julien, c'était absolument superbe. Merci beaucoup pour l'invitation déjà, et puis merci à toutes les personnes qui étaient présentes, et même celles et ceux qui nous verront en replay. Voilà, Ah oui, n'hésitez pas à nous poser vos questions en direct si vous avez besoin. Ok, super. Merci beaucoup, à très bientôt.